On va peut-être commencer pour ne pas aggraver encore le retard. Cette fin d'après-midi est consacrée à deux aspects pratiques, j'allais dire début et fin de vie. On va commencer par pulsion de mort et fin de vie et les problématiques qui peuvent se poser. Et ensuite, la PMA et les problématiques qui peuvent se poser avec Anne Josse qui sera en visio tout à l'heure. Je donne tout de suite la parole à Jérôme Alric pour nous parler de pulsion de mort et fin de vie. Merci, bonjour tout le monde. Donc, je vais débuter. Alors, s'il est un champ où, comme le disait Alain Petit ce matin, il n'y a plus de morale commune et où chacun doit inventer, s'il est un champ où la question de l'autonomie pousse très fort et de plus en plus, c'est bien le champ de la fin de vie et des soins palliatifs. Alors, le travail dont je vais vous parler là s'inscrit dans un ouvrage collectif que j'ai eu l'honneur de diriger et qui a pour titre « La pulsion de mort dans les soins, une face cachée de la médecine en maladies graves et fin de vie ». C'est un ouvrage qui a été publié chez RS en 2022, en février, et je remercie Jean-Pierre Lebrun d'avoir accueilli cet ouvrage dans sa collection. Donc cet ouvrage regroupe les contributions de 12 auteurs, psychanalystes, médecins, français et belges, où à partir de la notion freudienne donc, de pulsion de mort, on a tous tenté de comprendre et d'expliquer, chacun à notre façon, un aspect, je dirais, de l'insupportable de la souffrance, insupportable de la souffrance vécue par les personnes en fin de vie. C'est en 1920 que Freud découvre qu'au-delà d'une recherche du plaisir par la réduction des tensions, quelque chose en l'homme pousse à répéter des comportements, source de douleur et de souffrance, et même à y trouver du plaisir. Une force irrépressible, logée au cœur de la vie psychique, avance avec précipitation, si l'on reprend les mots de Freud, afin d'atteindre aussi rapidement que possible le but final de la vie. Cette force qui pousse à l'anéantissement, Freud l'a nommée pulsion de mort. Dès l'introduction, j'ai posé l'orientation suivante. Une analyse en termes de pulsion de vie, pulsion de mort, arrimée à l'hypothèse de l'inconscient, permettra peut-être d'éclairer un peu les attitudes complexes du sujet en fin de vie. Ceci concerne le sujet malade, le sujet qui le soigne et aussi celui qui l'entoure et qui l'accompagne. Mon texte, donc, qui clôture l'ouvrage, a pour titre « Pulsion de mort et désubjectivation en fin de vie ». Dans ce texte, j'ai pris la question de la pulsion de mort par le symptôme qui me semble la représenter le mieux dans la clinique, en tout cas celui qui m'a parlé à partir de cette notion, à savoir le symptôme de désubjectivation, dépersonnalisation. Ce tableau, qui peut être ponctuel, réactionnel, mais qui en général se précise au fur et à mesure que le malade s'approche de la mort, est fréquemment rencontré en clinique palliative. Si l'on en croit les recherches internationales actuelles, Morita, Bush, Huy, et aussi les études francophones, Lassonnière, Reich, Benezech, 70 à 90% des malades en fin de vie seraient aux prises avec du délirium. Ainsi donc, on peut dire que dans un nombre important de cas, de situations, plus le sujet approche de l'heure de sa mort, et plus quelque chose tend à se transformer, à se déliter, à se perdre. Le sujet ne se reconnaît plus, on ne le reconnaît plus. Et dans le même temps où ces états confusionnels et parfois hallucinatoires envahissent de plus en plus la scène psychique, la parole du patient tend à perdre de la consistance. Les propos deviennent incohérents, irrationnels, il y a de nombreuses contradictions, de multiples retournements. C'est cette dynamique d'ensemble que j'ai appelée désubjectivation. Alors la problématique qui s'est imposée à moi était de savoir si cette désubjectivation s'origine plutôt dans l'intersubjectivité, comme l'effet des relations de soins objectivantes qui impactent sur le sujet, l'effet, je dirais, d'un acharnement thérapeutique pour aller vite, ou bien faut-il conférer plutôt à cette désubjectivation une causalité strictement intrapsychique. Alors je vais développer mon topo en deux temps, hypothèse et puis conséquences de cette hypothèse dans le lien au malade, le lien à la médecine
et le lien à l'éthique. Alors mon hypothèse est de poser que la désubjectivation provient d'abord d'un déséquilibre pulsion de vie, pulsion de mort à l'intérieur de la vie psychique. La pulsion de mort tend alors à occuper le devant de la scène. Rappelez-vous, la pulsion de vie est une pulsion qui assimile, qui intègre, qui lie, pendant que la pulsion de mort détruit, désintègre, casse. La psychanalyse nous a appris que c'est l'affrontement et la combinaison entre pulsion de vie et pulsion de mort qui crée finalement un équilibre pulsionnel et qui place le sujet dans une dynamique désirante, pourrait-on dire. Les développements freudo-lacaniens ont également montré que c'est la pulsion de vie, au fond, qui contient, qui canalise, qui maîtrise les élans destructeurs de la pulsion de mort. L'idée est de dire que c'est grâce à cette intrication que le sujet est en vie, qu'il se situe dans une dynamique de projection vers l'avenir, malgré la maladie, avec la maladie. Mais il arrive un moment dans le parcours du malade où se produit un déséquilibre pulsionnel franc à l'intérieur de sa vie psychique. Lors de ce processus de bascule, il semble que quelque chose se soit passé qui ait produit une désintrication pulsionnelle. Alors ce quelque chose est-il simplement un avènement de parole qui fait entendre une perte d'espoir, l'annonce de soins palliatifs par exemple, ou bien faut-il qu'il y ait aussi concomitamment un événement somatique sous-jacent? Restera toujours cette énigme autour de l'événement déclencheur. Quoi qu'il en soit, ce quelque chose a déstabilisé l'équilibre pulsionnel qui tenait le sujet jusque-là. L'intrication pulsionnelle vole en éclats, pourrait-on dire, au profit du passage au premier plan de la pulsion de mort. Eros ne parvient maintenant plus à maîtriser ni à canaliser les élans destructeurs de Thanatos. Et la pulsion de mort, on peut aller jusqu'à dire qu'elle fonctionne en roue libre. Ce déficit de régulation de la pulsion de mort par la pulsion de vie produit un affaiblissement de l'énergie vitale. Oui, il n'est pas rare que la temporalité du patient se réduise, se ferme, se fixe dans un présent, un éternel présent, comme j'ai pu l'écrire ailleurs, avec comme seule perspective la mort. Via la pulsion de mort, on pourrait dire que le sujet se laisse maintenant aspirer dans un ne plus avoir à désirer. Alors à ce stade-là, quel destin pour le sujet ? Le premier destin peut être de se mettre à verbaliser des désirs de mort, des demandes d'aide active à mourir, des demandes de sédation terminale. Ces mots adressés à l'autre sont le signe que le sujet est encore, même à minima, en relation et en attente vis-à-vis de l'autre. Deuxième destin, les choses peuvent prendre une autre voie plus radicale. C'est cette voie que j'ai appelée la voie de la désubjectivation. Pour ceux qui entrent dans cette voie, ce qui a fait trauma semble avoir atteint le désir de lutter, mais aussi, c'est important, toute vie de relation. Se produit alors sous nos yeux une véritable transformation péjorative de l'être, sorte de processus irréversible d'effacement de soi qui va conduire le sujet jusqu'à la mort. Lacan, dans les complexes familiaux, écrit « Dans l'abandon à la mort, le sujet cherche à retrouver l'imago de la mère. » Cette assertion, cette dynamique de retour vers l'avant, de retour à la mère, m'a ouvert une voie de réflexion. Comme si l'être était maintenant poussé par une dynamique pulsionnelle qui consisterait à retrouver cet état fusionnel d'avant l'existence subjective. Freud en parlait dans son étude « Malaise dans la civilisation ». On parlait ce matin de s'autonomiser, au sens de Castoriadis, de processus de subjectivation, de sortir du magma. Là, je postule au fond une force qui pousserait à faire le chemin à l'envers. Alors, conséquences dans la clinique. Effectivement, poser que le malade a franchement basculé dans un processus mortifère et que ce processus engendre une destruction subjective irréversible a de nombreux effets à différents niveaux. Je disais dans le lien au malade d'abord. Donc cette lecture vise au-delà de la parole. Cette lecture permet de mieux comprendre, je crois, la singularité de la dernière trajectoire de vie de chaque patient.
Pendant que la part raisonnable de l'être fait encore entendre de l'espoir, un désir de se battre, continuer de vivre par exemple, se mettent en place des attitudes et des comportements qui vont à l'encontre de ce que la parole énonce. Mon hypothèse, et ce pour la première fois depuis le début de mes travaux, avance que la déstructuration subjective dit ce que la parole du sujet ne dit pas, dit que le sujet a perdu le contrôle de lui-même, que son moi se disloque, car il est submergé par le travail de la pulsion de mort en lui. D'être entendu comme quelque chose qui a du sens pour un sujet, cette voie de la désubjectivation nous éloigne de toute psychopathologisation, si fréquente en médecine contemporaine et aussi, il faut bien le dire, de plus en plus en soins palliatifs, dès qu'un sujet sort du sillon. L'utilisation de l'aldol est décuplée depuis quelques années en soins palliatifs. Pour le malade à proximité de sa mort, il s'agit donc de faire entendre que cette dynamique régrédiente, se revenir vers l'avant, se retourner l'agressivité contre soi jusqu'à attaquer des bouts de soi, est une façon possible de terminer sa vie. J'avance que face à sa mort qui approche, c'est le sujet et lui seul, au fond, qui impulse un élan mortifère, si je pousse au bout mon hypothèse. Le sujet est lui seul qui, sans le vouloir, va faire des choix qui peuvent être lus comme quelque chose qui va renforcer le vécu de souffrance. Par exemple, lorsqu'il demande à poursuivre des soins qu'il sait pourtant agressifs, lorsqu'il choisit de rester dans le giron de la médecine qui le fait régresser, qui le destitue de son autonomie, alors qu'il pourrait encore faire des choix du côté de sa vie, retourner à son domicile, peut-être reprendre certaines activités, à minima de son quotidien, et qu'il ne le fait pas. Force est de constater que le sujet fait des choix qui le maintiennent du côté de cette irréversible désubjectivation. Nous pourrions dire que les points de jouissance dans sa vie psychique ont changé et qu'une part du sujet semble se complaire dans cette dynamique régressive. Et si l'homme ne cherchait pas toujours à éviter la souffrance, pour reprendre une formule de Roland Chimama. Qu'elle soit physique, psychologique, sociale, spirituelle, existentielle, globale, la souffrance de fin de vie est une notion qui peine à être véritablement définie. Si, comme le dit Francisco Rengifo, la souffrance est l'une des façons de s'approprier le fait d'être vivant, alors nous pourrions dire que la souffrance de fin de vie est aussi, peut-être, une des façons de s'approprier le fait que l'on va mourir. Alors, deuxième conséquence dans le lien à la médecine et aux médecins. La prise en compte de cette compulsion à revenir vers l'avant, à rechercher son propre anéantissement, change le regard sur les interactions soignant-soigné et au final change le regard sur la notion d'acharnement thérapeutique. Au fond, en situant le désarrimage de la pulsion de mort, des pulsions de vie comme un phénomène qui se produit d'abord chez le sujet, l'origine de ce que l'on nomme acharnement thérapeutique, si cher à l'approche palliative, est comme déportée. Avec ce que j'avance là, l'acharnement thérapeutique ne peut plus être uniquement pensé comme s'originant des psychismes médico-soignants. Ainsi, plus question de positionnement sadique du médecin face à un malade vulnérable et sans défense. Plus question de relations d'emprise créées par la médecine et ses excès. La souffrance s'originerait d'abord du côté du sujet. De sorte que les médecins, et plus largement les soignants, ne feraient, c'est mon hypothèse, que se positionner en conséquence de cette irrémédiable bascule des forces pulsionnelles chez le malade. Dernier point, donc sur l'éthique. Conséquence de tout ça sur la dimension éthique ou comment se positionner face à la destructivité du malade. Comment ce qui entoure le malade, les bien portants pourrait-on dire, les sujets soignants, les sujets accompagnants, les proches, enfin, doivent-ils se positionner face à cette force qui va vers la mort, face à cette palpable dynamique de destructivité subjective? Nous allons distinguer deux éthiques. Une éthique de soins qui rejette l'existence de la pulsion de mort et qui s'en défend, et une éthique qui, au contraire, tend à prendre acte de l'existence de la pulsion de mort et
qui peut peut-être tenter de l'accompagner ou d'accompagner quelque chose de ce côté-là. Première éthique, donc l'éthique qui rejette l'existence de la pulsion de mort et qui s'en défend, rejoint, selon moi, directement l'éthique traditionnelle du soin palliatif. Cette éthique s'inscrit dans une dynamique de soins qui vise la vie jusqu'au bout. Elle consiste à maintenir coûte que coûte le sujet à flot du côté de sa pulsion de vie. Pour tenir le sujet à flot du côté de sa pulsion de vie, le soignant a plusieurs leviers à sa disposition, qu'ils soient médicamenteux, qu'ils soient astuces soignantes, qu'ils soient écoute psychologique. Je passe rapidement. La visée de cette éthique est claire, c'est ça qui m'intéresse là. Au fond, on cherche à rééquilibrer, la visée en tout cas, est de rééquilibrer le système défensif du sujet. Autrement dit, de réintriquer de la pulsion de vie à la pulsion de mort pour tenter de retrouver un équilibre pulsionnel, pour que le sujet retrouve un équilibre pulsionnel. Autrement dit, on cherche à maintenir de l'ambivalence. Cette ambivalence que je situe dans mon article comme la zone de confort par excellence du soin palliatif traditionnel. Tant qu'il y a de l'ambivalence, il y a de la vie. On entend souvent ça en soin palliatif. Ainsi, on s'y raccroche, on la sacralise des fois. Et c'est tant mieux. Mais cela permet aux bien portants, aux soignants, de rester dans l'illusion qu'il n'y a que la vie à prendre en compte. Dans cette éthique, point de place pour le processus du mourir avant la mort, point de place pour la pulsion de mort, ce qui me fait dire que cette éthique rejette l'existence de la pulsion de mort. Au lieu de cela, que fait-on ? On injecte de la vie, de la pulsion de vie, dans la relation, dans l'accompagnement, un peu comme de l'extérieur du sujet. La place de l'incertitude a ici un poids extrêmement fort, je passe. L'incertitude ouvre l'espoir qui ouvre l'ambivalence et permet de rester et l'un et l'autre dans la question de l'ambivalence. Bref, au final, oui, cela a quelque chose d'artificiel de voir certains sujets tenus dans la vie par une perfusion de désirs venant de ceux qui l'entourent. À l'extrême, le sujet malade vit pour satisfaire l'attente de ceux qui le soignent, de ses proches. Nombre de médecins de soins palliatifs disent ici que, pour reprendre ce qu'on disait ce matin, c'est le collectif, c'est le groupe qui prime à cet endroit-là. Dans ce que j'ai tente de faire entendre ou de promouvoir dans la seconde éthique, je considère que le désir des bien portants ne peut pas passer avant, ne doit pas passer devant. Donc cette éthique qui tente d'accompagner le travail de la pulsion de mort. Alors, lorsqu'on décrypte que la pulsion de mort a perdu l'arrimage à la pulsion de vie et qu'elle fonctionne comme en roue libre pour elle-même, l'heure est peut-être venue de déconstruire les schémas habituels, ceux qui valent pour un malade qui se soigne, ceux qui valent pour un malade encore désirant, mais qui ici ne tiennent plus vraiment, ou alors uniquement en apparence. L'éthique que je propose, arrimée à l'éthique de la psychanalyse, accepte de voir et de tenir compte que quelque chose du sujet meurt avant sa mort. Conséquence, ce n'est plus uniquement la vie qu'il convient d'accompagner, mais le mourir dans le vivant. Le monde médico-soignant est invité à se positionner maintenant en conséquence de cette pulsion de mort et de ce qui se joue chez le malade, plutôt qu'à partir de son souhait à lui de maintenir de la vie à tout prix, plutôt qu'à partir finalement du collectif. Faire avec cette force, accueillir ce qui est, accompagner ce qui doit être. Puissent les soins palliatifs, dans l'alcôve sécurisante, comme coupés du monde réel qu'ils représentent souvent, être ce lieu privilégié pour entendre, accueillir et accompagner ce processus terriblement humain de destruction de soi-même à l'approche de la mort. Je conclus en disant que cette éthique se situe dans la droite ligne de ce que j'ai appelé en 2015 l'éloge de la tranquillité. J'avais travaillé ça dans l'ouvrage « Rester vivant avec la maladie », principalement en appuyant sur l'idée qu'il faut veiller à ne pas forcer le malade à se représenter sa propre mort. C'était aussi le cœur de ma thèse, qu'il y a un irreprésentable, qu'il y a un point d'éternité dans la vie psychique sur lequel le sujet peut s'arrimer
pour se maintenir du côté de la vie. Bref, maintenir le mystère ou l'énigme, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Bon, l'éloge de la tranquillité, à la base, c'était ça. Ici, en laissant le sujet résoudre ses tensions internes jusqu'à se déliter entièrement avant sa mort, en ne cherchant pas à injecter artificiellement de la vie, on le laisse tranquille avec sa pulsion de mort, pourrait-on dire, agissante en lui. Cette éthique que j'ai appelée ailleurs éthique du non-savoir, en référence au fait que personne ne sait au fond comment il est bon de mourir, se situe donc plus du côté de l'accompagnement que du soin. Ainsi, la désubjectivation peut-elle prendre sens au plus près du réel, comme un nouvel équilibre pulsionnel, comme un retour à avant, un retour au même, à la subjectivité d'avant l'émergence du sujet, sorte d'anticipation d'un retour à la nature qu'est la mort.